Voilà, une partie, en fait, ici on aborde une nouvelle partie. Cette partie porte sur la vitesse moyenne et la vitesse instantanée d'une réaction chimique. Et pour ça, je propose en fait une petite expérience, cette expérience que j'ai réalisée moi-même en fait au préalable, qui porte sur quoi? En gros, j'ai fait une expérience qu'on voit sur le montage ici. Donc dedans, je mets des Mg, ok? Mg, c'est le magnésium. Et sur l'Mg, j'ai injecté au-dessus de HCl. Et donc, comme vous voyez là, il y a de l'eau. Et sur l'eau, en fait, j'ai injecté l'Mg. L'injecté HCl, c'est l'Mg. Du coup, en injectant le 2, il y aura une réaction chimique. Donc, la réaction ici, c'est Mg, qui va réagir avec HCl. Donc, il va réagir avec H+, c'est l'acide, qui va donner Mg de plus plus H2. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand on fait l'expérience, on voit tout de suite une formation d'un gaz et le seul gaz qui peut être formé ici, c'est H2. Donc, les critères moléculaires, ça veut dire j'écris tout, même le spectateur. Et du coup, là, j'aurai Mg avec Cl, ça sera MgCl2 plus H2. Donc, la seule chose que je vois ici, surtout, faites attention, ça, c'est un gaz et celui-là, c'est un gaz. OK? Du coup, au fur et à mesure que les gaz quittent ici, il va passer par la burette, il va pousser l'eau vers le bas parce que la pression de gaz H2 formée, elle est plus forte que la pression atmosphérique appliquée sur le côté. Et en fait, on peut lire effectivement les volumes formés au fur et à mesure, d'où tout ce tableau en fait qui vient juste après. Donc, l'expérience que je réalisais. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, j'ai pris le volume formé, donc le volume de H2O, en fait, de H2 formé avec la formule PV égale à NRT, je l'ai calculé. Et du coup, grâce à ça, j'ai réussi à avoir le volume. En fait, ce volume-là, c'est qu'est-ce qu'on lit ici. Donc, le V. Et puis, avec PV égale à NRT, ou avec 22,4, sauf qu'ici, on est à 25 degrés. Donc, il ne faut pas utiliser ça. C'est 24,2. Donc, je réussis à trouver le nombre de moles. Comme vous remarquez ici, le nombre de moles de H2 augmente. Pourquoi il augmente? Parce que donc ça c'est HCl, H+, et du coup, OHCl, si j'écris les critères moléculaires, fois 2, Mg donne MgCl2 plus H2, et du coup, là c'est un produit, il est en train de déformer au fur et à mesure. Comme vous le voyez là, la quantité de HCl diminue, parce qu'on a commencé ici par une certaine quantité, et là on a fait 5, on a mis ici 5, 10-3 moles, et au fur et à mesure, le 5 devient 4, et la quantité perdue, on va le produire initialement ici à l'instant 0, ici il n'y a rien, donc à l'instant par exemple 10 secondes, 10 secondes ici, c'est à 10 secondes on a 4,16, et là, c'est 4,16 10 moins 3. Effectivement, on va former 0,42. OK? Donc 0,42. Et ça c'est décroissant. Et tout ce qu'on perd, il va te former de l'autre côté. Sauf qu'ici, 0,16, c'est 0,82. Mais on enlève 2 moles, on obtient 1 mol. Du coup, ça sera toujours la moitié qui va être produite. Donc ici, si vous prenez par exemple ici, c'est presque 3. Là, ça va être, on est censé de produire 2, non, on enlève 2, on forme 1, quoi. OK? Donc, parce qu'il y a le coefficient 2 et 1. Et grâce à ça, on voit que celui-là, sa quantité augmente et celui-là, sa quantité diminue. Parce qu'il est consommé alors qu'il a il est produit en fonction de temps. Donc, grâce à ça, maintenant, on peut peut-être compléter ça, qu'on dit que la quantité d'HCl diminue en fonction de temps, alors que la quantité de H2 est produite en fonction de temps. Et grâce à ces données-là, j'ai complété les tableaux. Ces tableaux-là, j'ai pu compléter le tableau. Comment? Ici, j'ai présenté le mol ou la concentration. Donc, la variation, ici, c'est le nombre de moles. Nos moles H2 et mol HCl. Et certainement, celui-là, c'est HCl parce qu'il est décroissant. Alors, celui-là, c'est le mol de... donc, celui-là, c'est le mol de H2 qui, lui, est formé. Donc, au fur et à mesure, ça augmente. Et là, c'est la fonction de temps
ben ici, le temps en secondes. T en secondes. OK, donc si vous le faites par vous-même, vous tombez bien sûr sur ça. Et c'est tout à fait significatif parce que ça, c'est du croissant et ça, c'est croissant. Bien. Que peut-on dire ici? Quand on dit que la quantité d'HCl est déformée en fonction de temps, alors quand la quantité d'H2 est formée en fonction de temps. Ici, donc H2 est formé en fonction de temps. Et donc, HCl est déformé ou consommé, déformé et consommé en fonction de temps. Bien. Maintenant, si on utilise en fait ces données-là pour calculer quoi maintenant pour ces tableaux-là. Donc, on vous dit, dans le tableau, vous avez le temps ici. Vous calculez delta t. Donc, c'est delta t ici. On a ici, on a chaque fois la variation. Donc là, c'est 20 secondes. Là, c'est 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20, 20, 10, 20. Normalement, ça doit être 20 partout. Hein. C'est simplement pour avoir, en fait, là, c'est 20, là, c'est 10. Et donc, ce qu'il faut faire ici, ben, chaque fois, on va calculer les quantités par rapport à ça. Donc, delta n, en fait, c'est delta n par rapport à quoi? Ben, c'est par rapport entre 10 et 20. Si vous regardez entre 10 et 20, donc on va regarder le tableau d'avant. On a à 0, ben, ça on a 0. Delta et à 20. Ben, pour H2, on a 0,75 moins à 10, plutôt à 0, ben, c'est 0. Donc c'est 0,75. Si on regarde entre 40 et 20, ben 40 c'est 1,25. 1,25 moins à 20 maintenant. Moins à 20, c'est 0,75. Bien sûr, ici, je laisse 10 moins 3. Comme ça, vu qu'on a dans le tableau 10 moins 5, du coup, ben, si on fait chaque fois la différence entre les deux, donc ici, ben, 1,75 moins plutôt 1,25 moins, donc là, ça donnera tout simplement 0,5. Et donc, si par exemple, j'ai fait entre 100 et 80 ou entre 60 et 40, ben, je regarde tout de suite sur le tableau. Vous l'avez de toute façon au-dessus, à 40 et à 60. Donc, 1,25 et 1,58. Ben, là, j'ai 0,33. Si j'ai 80, 1,83 moins 60, 1,5, 8, donc 0,25. Donc ça, on peut vraiment. Et après, on fait diviser par le temps. Ici, on a 20, bah, c'est 0. Donc la première, par exemple, c'est 0,75 divisé par 20. Donc c'est 0,0375. Si on fait l'autre, 0,25 divisé par 20, c'est 0,025. Si on regarde maintenant pour delta C, delta N, c'est entre 0 et donc là, entre 0 et 20, donc on a 3,5. Donc la différence, quoi. Donc on peut le faire négatif ou pas, ben, la différence 3,5 moins 5, ça fait 1,5. 1,5 divisé par 20, c'est 0, moins, c'est négatif, moins 0,075. Et si on fait l'autre maintenant, c'est entre 40 et 20. Entre 40 et 20, donc c'est 2,5 moins 3,5. On obtient moins 1. Moins 1 divisé par 20, c'est 0,05. Moins 0,05. Donc, ce qu'on peut remarquer ici déjà, donc ce qui vous demande, qui peut-on déduire des valeurs conclues?
Et bien ici, c'est delta n. Donc ça, si on prend une valeur comme par exemple le premier là, ben c'est 0,0375. Et si on prend le deuxième, c'est moins 0,07855. Donc ce qu'on remarque ici, pour passer de là à là, on va faire quoi? On va faire fois moins 2. Donc tout ça, c'est pour vous dire que delta n H2 sur delta T par rapport à delta HCl sur delta T. Et du coup, ben, soit vous multipliez ça fois moins 2, ou soit vous faites tout simplement fois moins 1,5. Donc, si vous mettez ça, si vous divisez ça par moins 2, on obtient cette valeur-là. Okay? Parce qu'il faut une signe négatif parce qu'il est négatif. Donc, ça, c'est déjà un rapport de moins 1,5. Donc, on vient de dire tout de suite que c'est delta N2 sur delta T par rapport à delta N HCN divisé par delta T. Il y a un rapport de moins 1,5. Et du coup, ça correspond à quoi? Ça, c'est delta N2 sur delta T. Ben, supposons ici, c'est N par exemple à 2, N2 au point 1. Là, c'est T2 moins T1. En gros, ben, ça quelque chose, c'est comme la vitesse. En physique, c'est une variation sur delta T. Et ben, tout simplement, ça, c'est une vitesse moyenne. Donc, pourquoi la vitesse moyenne? En gros, on va calculer une variation de nombre de moles divisé par le temps, ça donne une vitesse moyenne. OK? Comment interpréter mathématiquement ce quotient par rapport au cours présenté? Du coup, on peut le refaire ici ou l'autre. Il a graphiquement, si on voit ici, donc la vitesse moyenne en physique ou en chimie ou autre, donc c'est la différence entre ces deux points-là. En gros, la droite ici, cette droite-là. Donc, ici, on fait la même chose pour, par exemple, ici. C'est un point là et un point là. Donc, la vitesse moyenne entre ces deux points-là. Donc, en gros, la vitesse moyenne, V moyenne, et en fait, il représente la pente. C'est quelque chose que vous connaissez d'une droite, la pente ici. Donc, cette pente-là, par rapport à cette pente-là, en fait, la droite, vous prenez 2 points et vous calculez ça. Delta N divisé par delta T, ben, c'est la pente. C'est pour ça qu'il y en a une qui est négative, une qui est positive. Autre chose. Et puis, donc là, ici, on peut le dire, comparer, en fait, graphiquement, delta N sur delta T représente la pente. Donc ça représente la pente, donc delta N, graphiquement, c'est la pente de courbe. Comparer les valeurs du quotient en fait, de 2 pour le même intervalle. Plus conclure, en fait, si on voit par exemple delta N sur delta T et delta N HCl sur delta T, là, supposons si je prends la valeur de 0, moins 0,075, là, si je prends la valeur de 0,035, en fait, on voit que la pente ici, 1, c'est une pente beaucoup plus inférieure. Et c'est une pente inférieure. Et 2, en fait, elle est bien sûr négative, décroissante. La pente ici, elle est décroissante. Et 1, la pente décroissante. Et 2, elle est inférieure. OK? Donc, ça veut dire que la vitesse ici moyenne, la vitesse moyenne des H2 est supérieure sur un intervalle de temps, par exemple ici, supérieure à la vitesse moyenne de HCl. Ça dépend bien sûr où on regarde. Donc, vous prenez l'allure du graphique. Du coup, ben, vous prenez 2 intervalles et vous calculez donc le pente. N'importe quel intervalle, c'est à 20 ou à 30. Et vous regardez la valeur de 2 pentes. C'est sûr, la pente, là, au fur et à mesure, elle est décroissante. Et là, au fur et à mesure, en fait, la pente, elle est décroissante jusqu'à vraiment ici, il n'y a pas de pente, c'est droite.
Donc ça, c'est la vitesse moyenne. Par contre, maintenant, on peut définir ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc là, vous ne soyez pas trop choqués. C'est la vitesse instantanée ici. Mathématiquement, il y a une définition qui dit que la vitesse instantanée, c'est un instant t. Du coup, ça veut dire que l'intervalle t, il va tendre vers 0. Donc ça s'appelle la vitesse instantanée. Du coup, on définit la vitesse, pardon, la vitesse moyenne. Donc, c'est V moyenne, c'est égal à delta N sur delta T. D'ailleurs, il faut regarder qu'on peut aussi le définir par rapport à une quantité delta C divisé par T. Donc, c'est une variation en fonction de temps de quelque chose. Donc, ça sera l'unité ici mol par litre pour ça, mais par temps, par seconde, par exemple. Et là, ce sera mol par seconde. Du coup, c'est une variation, peut être aussi une variation de pression ou une variation sur un intervalle de temps de quelque chose. Alors, la vitesse instantanée, c'est à un moment donné, donc ça veut dire delta t tend vers 0. Donc, ça veut dire que c'est à un instant donné, il n'y a pas un intervalle. Si j'ai un instant t1 et un instant t2, je dois chercher un instant donné, par exemple ici ou quelque part, c'est un instant t. Ça veut dire quoi? J'ai défini simplement, comme je le dis, à vous tracasser pas, c'est la formule. Donc, c'est la limite de delta t tend vers 0, c'est delta n sur delta t. Donc, c'est la vitesse instantanée. Certes, vous n'allez jamais le faire par vous-même, mais on vous le dit graphiquement, ça se termine comment? Supposons, si on vous donne les graphiques, on vous donne de déterminer la vitesse instantanée, c'est très simple. C'est ici. Supposons qu'on vous dit déterminer la vitesse instantanée à l'instant t est égal à, par exemple, t1. Vous allez chercher la droite, le point. Très simple. Vous cherchez la droite qui passe par ça et vous calculez la pente. Donc, là, c'est la pente. C'est égal à la vitesse. Donc, si on vous demande de calculer la vitesse instantanée à l'instant t, tout simplement, vous cherchez le point, vous tracez la tangente, la pente de tangente. OK? Et du coup, la pente de cette tangente-là, c'est égal à la vitesse instantanée. Ça va? Donc, il ne faut pas non plus avoir trop peur des limites ou quoi. C'est simplement ici ce qu'on définit. On est d'accord? Bien. Donc, ça voici quelques définitions. La vitesse moyenne, la vitesse instantanée. On fera peut-être un premier exercice ensemble. Et donc là, ici, la première question, il dit à haute température, l'ammoniac, c'est ça. Donc, on va calculer la vitesse. Donc, le point 1, à quelle vitesse l'oxygène disparu? Donc, on va regarder quelque chose qui est très important ici. On va d'abord l'exprimer de manière générale ensemble, puis on verra. Donc, la vitesse de l'ammoniac par rapport à la vitesse de l'oxygène, par rapport à la vitesse de O2, par rapport à la vitesse de H2. Si on essaye de faire une égalité, on va appliquer simplement une formule. En fait, la vitesse ici, donc vous prenez toujours 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 4, les coefficients, les rapports de coefficients. Et après, une fois que vous êtes ça, l'histoire est réglée. Donc, ça veut dire que la vitesse de l'ammoniac est quoi par rapport à l'oxygène? C'est 2 tiers ou 3 tiers. Donc ici, il donne la vitesse de qui? De l'ammoniac. Donc, il demande l'oxygène de l'oxygène. C'est simple. V d'oxygène est égal à 5 quatrièmes la vitesse de NH3. Donc, 5 sur 4 fois 0,2 mol par litre par seconde. Alors, la vitesse de l'eau, VH2O par rapport à, maintenant on connaît le 2, on peut toujours faire par rapport à l'oxygène, ça sera 6 cinquièmes. La vitesse de l'oxygène, 5 quatrièmes par rapport à l'oxygène, on peut faire ça, VO2, ou par rapport à l'ammoniac, c'est comme on veut, fois 5 quatrièmes fois l'ammoniac, toujours, du coup, simplifié, ça sera 6 quatrièmes fois 0,2. On peut bien sûr calculer ça à la calculette. Donc, si vous avez compris cette formule, toujours la vitesse, le coefficient. Donc, prenez la vitesse, ce sera 4 cinquièmes, 2 cinquièmes.
Donc, vous prenez la vitesse de tout le monde, et vous divisez par le coefficient et faites le passage, ce que vous souhaitez faire comme passage. D'accord? Allez, je vous laisse peut-être aussi terminer quelques questions d'après et ça sera pour ça maintenant. On est d'accord? Bien sûr, aussi, on peut aussi faire ça rapidement, c'est-à-dire la question 2. On a 2A plus B donne 3M. Bien sûr, ici, si je vous donne la vitesse de A divisé par 2, le 1 divisé la vitesse de B, 1 sur 3 la vitesse de M. Et vous regardez simplement ce qu'il vous demande. Il dit, effectuer dans une solution donnée 1,5 de B par décimètre. Donc, on connaît la vitesse de B, c'est 1,2 par mol par litre par seconde. Du coup, en fait, par litre par seconde, combien disparaît-il de A et combien forme-t-il en fait de M en pendant un intervalle. Du coup, en fait, vous calculez d'abord la vitesse de A qui est égale à 2 fois la vitesse de B. D'après la relation qu'on a ici, c'est 2,4 mol par litre par seconde. Et la vitesse de M, on a, c'est 3 fois la vitesse de B. Donc, on a trouvé la vitesse 2,6 mol. En fait, lui, il demande la quantité. Donc, souvenez-vous que la vitesse de A, c'est quoi? C'est delta N. Là, ici, c'est mol par litre. Du coup, c'est delta C sur delta T. Je vous demande combien forme-t-il? Ben, pendant 10 secondes, on va chercher delta C. Ben, c'est VA fois delta T. Et ben, la vitesse, c'est 2,4 pendant 10 secondes. Donc, ça sera 24 mol par litre. Et puis, il demande là quoi? Il demande combien forme-t-il en fait? Ça, il sera combien disparaît-il, pardon. Donc, 24 mol par litre. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 litres. Donc, si par litre on forme ça, dans un litre, dans 2 litres, ça sera 48 mol. OK? Du coup, ben là, il disparaît 40 000 mol d'A. OK, donc c'est ce genre d'exercice qu'il faut en penser. Du coup, ben, vous trouvez les quantités. Voilà pour commencer, et c'est quand de compléter la suite.